Bienvenue dans cet exposé qui donnera suite à une série de formations sur la théorie des ensembles. Et donc ici, on parle un peu d'une brève histoire de la logique et de l'axiomatisation. Comment est-ce que l'homme est parvenu à capturer la langue humaine pour la faire reposer sur des bouts de papier à travers des syntaxes qu'on appellera plus tard de la logique mathématique. Et d'autre part, comment est-ce que avec seulement 17 axiomes, on ait pu créer des fondements d'un univers gigantesque et assez robuste qu'on appelle les mathématiques via la théorie des ensembles. Et peut-être d'ouvrir non, un aspect presque philosophique à la question de savoir quelle est la nature propre des objets mathématiques. Est-ce que la construction euh, des mathématiques, par le fait qu'elles ont été réalisées par l'homme, de ce fait, sont une invention propre de l'homme, ou bien les mathématiques en soi existent dans la nature. À travers cet exposé, l'idée sera donc de montrer comment est-ce que l'homme a pu essayer de capturer justement ce qu'il y avait dans l'univers. Et l'univers est essentiellement fait de langage et de pouvoir donner plus ou moins une tentative de réponse à la nature des objets mathématiques. Initialement, le langage a été fondé par Aristote à travers deux leviers. Pour lui, le langage ou bien la logique du langage reposait essentiellement sur la dialectique et la rhétorique. Et donc la dialectique était de l'ordre du syllogisme, c'est-à-dire comment agencer les arguments, les propos, comment parler pour pouvoir atteindre le vrai, pour pouvoir toucher l'esprit, pour pouvoir capturer la vérité. Et au-delà de la façon d'agencer les arguments, il devait y avoir une manière assez artistique de parler. Et donc, en couplant dialectique et rhétorique, Aristote a pu jeter les bases comme ça de la logique. Et donc, le challenge, le but principal des mathématiciens et en particulier du logicien philosophe Freud, c'était de pouvoir capturer comme ça cette logique du langage, du métalangage, de la parole, du discours, de l'argumentation, en quelque chose de plus scientifique, de plus formel, qu'on va appeler plus tard la logique mathématique. Et donc, Freud, initialement, l'a fait à travers les fondements de l'arithmétique, mais aussitôt s'est confronté à beaucoup de problèmes, en l'occurrence des paradoxes qui ont été mis à la lumière grâce au paradoxe du menteur de Bertrand Russell. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ces mathématiciens, et en particulier Russell et Fred North Whitehead ont continué ce projet de pouvoir fonder des bases logiques de la mathématique. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs points de vue, comme quoi il y a ceux qui pensent que, il faut avoir une approche intuitionniste, d'autres qui pensent qu'il va avoir une approche plus ou moins formaliste. Mais idéalement, c'était une approche de logiciste, de personnes qui réduisaient les mathématiques à quelque chose de logique, de déductible et de généralisable. Et donc, où naissent ces paradoxes, c'est essentiellement sur la définition d'ensemble. Et donc, à l'époque, ils savaient qu'on définissait mal des ensembles et cela aboutit inéluctablement à des paradoxes. Mais il y a aujourd'hui deux approches de définir un ensemble, soit de façon extensionniste, c'est-à-dire de donner de façon exhaustive tous les objets de ces ensembles, comme l'ensemble E ici en haut, 1, 3, 4, 23 et 4, ou bien en compréhension, c'est-à-dire par le fait que l'ensemble peut être infini, alors on peut capturer ces objets à travers une propriété qui, par elle, définit même l'objet en question. Donc, E, ce sont les entiers naturels tels qu'il existe K, de sorte que le N s'écrit 2K. C'est en réalité l'ensemble des nombres pairs.
Donc, il y a ces deux façons-là de définir des ensembles en extension ou en compréhension. Et, à l'époque, on définissait ça de façon assez naïve en disant qu'OK, on peut se donner C comme ensemble en prenant juste les objets X qui vérifient une propriété P. Et lorsqu'on dit ça, sitôt on se permet donc de définir l'ensemble Y en disant qu'OK, on va prendre des objets qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Donc, on définit Y égale à X tel que X n'appartient pas à X. Alors, de là, on a deux possibilités. Soit le Y lui-même s'appartient, auquel cas, par définition de Y, il ne s'appartiendrait pas, ce qui est absurde. Soit Y donc ne s'appartient pas, et encore par définition de Y, ne pas appartenir à Y veut dire que tu t'appartiens, et donc Y s'appartient, ce qui est encore absurde. Et donc en 1903, avec cette définition des ensembles, on a pratiquement perdu espoir sur l'idée de fonder des bases solides de mathématiques, bases solides au sens de la cohérence. Mais on s'est dit où provient le problème. Et le problème vient essentiellement du fait qu'on fasse de l'autoréférence négative. Le fait de dire qu'un objet ne s'appartient pas n'est pas donc permissif dans la théorie qu'on veut fonder. On ne peut pas faire de l'autoréférence négative. Mais c'était peine perdue, même si on retire le fait de dire X ne s'appartient pas, on aboutit aussitôt, c'est là le paradoxe de Miri-Manov en 1917, presque 14 ans après, qu'on tombe encore sur un paradoxe malgré le fait qu'on retire l'autoréférence négative. C'est le paradoxe donné comme suite. Si on prend un ensemble X, il est dit extraordinaire si on peut trouver une suite Xn d'ensembles qui décroissent au sens de l'appartenance dont le plus grand élément serait grand X. Donc, on a X1 qui appartient, X2 qui appartient à X1 et qui appartient à X. Donc, on a une suite décroissance au sens de l'appartenance qui, au final, rejoignent X. Et donc, un ensemble sera dit ordinaire s'il n'est pas extraordinaire. Alors, donc, voilà une propriété qui nous permet de capturer un ensemble d'objets, non, qui ne pourront probablement pas satisfaire cette propriété d'être extraordinaire. Et ces objets, on va les appeler des objets ordinaires. On les regroupe dans un ensemble qu'on appelle Y. Alors là, on peut faire aussi, comme précédemment, une disjonction, une dichotomie. Soit Y qu'on vient de fabriquer est ordinaire, et auquel cas Y s'appartiendrait. Et si Y s'appartient, on peut créer de fait une suite stationnaire Xn, de sorte que pour tout n, Xn soit Y, et de fait, X est extraordinaire, deviendrait extraordinaire. Donc, Y ordinaire implique Y extraordinaire, ce qui est absurde. Et si Y n'est pas ordinaire, alors Y n'appartient pas à Y. Et si Y n'appartient pas à Y, Y devient aussitôt ordinaire. Et donc, ce qui est encore absurde. Et donc, malgré le fait qu'on retire l'autoréférence négative, la négation, on aboutit néanmoins à une contradiction. Et donc là, c'est vraiment l'hiver des fondements des mathématiques. Tous les mathématiciens se sont dit, c'est peine perdue, on peut plus créer vraiment des bases, un monde où on peut faire des maths de façon cohérente. L'espoir était vraiment perdu. Bon, et Roussel et Alfred ont continué à travailler dans cette lancée-là et ils ont écrit un livre, des Principia Mathematica, où exactement ils résolvent ces paradoxes et font les bases de la théorie des ensembles et des nombres ordinaux. Alors, le problème avec ces paradoxes n'était
ni le problème de l'autoréférence, mais essentiellement du fait que les deux ensembles qu'on construisait étaient astronomiquement très grands. Et donc, pour faire face à ce paradoxe, ils ont invoqué l'argument de la limitation par la taille, un argument qu'on verra dans les vidéos prochaines. Donc, dans cet ouvrage, Russell résout essentiellement c'est un paradoxe et continue l'œuvre de Freud qui était de fonder vraiment d'un point de vue logiciste les bases des mathématiques. Alors, dans cet ouvrage, on retrouve, comme je l'ai dit, hein, de la théorie des ensembles. Et qui dit théorie des ensembles voudrait parler de système formel déductif. C'est quoi un système formel déductif? C'est juste un ensemble qui contiendrait un alphabet. Pensez un peu à la langue française ou toute une autre langue. On a toujours un alphabet de A à Z. Mais en plus de cet alphabet, il faut des règles formatives, de la grammaire, de la conjugaison. C'est-à-dire, il faut qu'on nous dise comment former des mots. Parce que, en français, malgré le fait qu'on ait un alphabet, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il nous faut des règles formatives pour définir ce qu'on appelle des mots. En l'occurrence, dans ce cadre logique mathématique, on parlera des formules bien formées. Et en plus de ça, il nous faut, parmi ces formules bien formées, quelques-unes qu'on pourra prendre pour acquis, qu'on appellera axiomes. Donc, ce sont des actions. Et grâce à ces actions, on pourra définir après des règles déductives qui nous permettra d'établir après des théorèmes, des propriétés, des corrélats et tout le vocabulaire déductif que vous connaissez. Un exemple de système déductif, c'est la logique propositionnelle classique, non, où justement on pourra dans les prochaines vidéos définir c'est quoi dans ce cadre de logique propositionnelle classique, c'est quoi l'alphabet, c'est quoi les règles formatives, c'est quoi les actions, ce sont quoi les règles déductives. Donc, après ça, on parlera aussi de la logique du premier ordre. Et donc, c'est quoi la logique du premier ordre? C'est juste une extension de la logique propositionnelle à travers, en augmentant dans les symboles euh, de la logique propositionnelle, le quantificateur universel. Désormais, on va pouvoir quantifier de façon universelle. Et on n'a pas besoin, en fait, du quantificateur existentiel parce que ce n'est juste que non pour tout. Donc, il existe, c'est juste non pour tout. Donc, on n'a pas besoin d'invoquer ces deux objets. Et après, on va donner une règle de déduction qui est juste la généralisation. Donc, grâce justement aux travaux de Russell et d'Alfred Fred, on a pu fonder les bases de ce qui constitue aujourd'hui l'univers des mathématiques. Presque toutes les maths se font dans ce cadre-ci en utilisant 9 axiomes. Déjà, les premiers axiomes constituent ce qu'on appelle la théorie des Zermelo-Fraenkel. On a l'axiome du vide, il existe un ensemble qui ne contient rien. L'axiome d'extensionnalité, c'est qui nous permet de définir un ensemble de façon exhaustive. Et là, ça nous permet de faire des preuves par inclusion. Là, on dira un ensemble A égale à B si A est contenu dans B et B est contenu dans A. Donc, s'ils ont très exactement le même nombre, on va dire, les mêmes objets. On a aussi l'axiome de compréhension. Donc, on pourra capturer des objets à travers une propriété, mais pas seulement. C'est là qu'intervient le principe de limitation par la taille. On ne va pas permettre que des ensembles soient très grands. On a l'axiome de la paire, de la réunion, de la partie. On pourra former à partir d'un ensemble ces sous-parties et constituer comme ça un ensemble des parties d'un ensemble. On a l'action de remplacement qui dit simplement qu'on pourra, si on a une fonction, une fonctionnelle, l'image directe d'un ensemble est un ensemble. Et aussi l'axiome de l'infini. Donc, ça suppose l'existence d'un ensemble infini, très grand, hein.
Et enfin, l'axiome du choix. Donc, bien de personnes dans leur théorie n'aiment pas mettre l'axiome du choix parce que parfois on aboutit à des paradoxes un peu comme celui de Banach-Tarski ou bien de la multiplication des pains, non, dans l'Évangile. Comment est-ce que Jésus aurait pu multiplier deux pains en sept? Et donc, ce sont des paradoxes comme ça qui sont démontrés si on admet l'axiome du choix. Et le paradoxe de Banach-Tarski, c'est quoi? Si tu prends par exemple une surface avec un volume V, si tu le divises, cette surface, a priori, tu divises son volume. Mais non, si tu admets l'axiome du choix, tu peux reconstituer avec ces deux parties divisées des objets ayant très exactement le même volume que l'objet initial. Donc, c'est quoi l'axiome du choix à proprement parler? Euh, une notion qui crée beaucoup de débats dans l'univers des mathématiciens. Il y a certaines qui ne l'utilisent pas. Précisément dans le livre de Cédric Villani, où il parle de Optimal Transport All of New, où il parle de transport optimal et de théorie des équations évolutif, diffusif, lui, il fait mention du fait qu'il n'utilise pas l'axiome du choix. Et donc, l'axiome du choix, c'est quoi? C'est justement le fait que si tu prends une famille XI d'ensembles non vides, alors le produit infini de ces ensembles est non vide. Ça paraît assez basique, mais lorsqu'on a une famille d'ensembles XI, on reviendra sur ça dans les vidéos prochaines, rien ne nous dit que le produit quelconque de ces familles est non vide. Si I est fini, alors c'est évident, si on a A et B deux ensemble, alors le produit cartésien de A croix B, il est fini. Il suffit de prendre X1 dans A, X2 dans B. Le couple, par définition, est un élément de A croix B. Mais de façon infinie, rien ne nous garantit que ce produit est non vide, parce que le produit ici se définit de façon fonctionnelle. Dit que ça est non vide, ça veut dire qu'on peut définir une fonction f de i dans la réunion de xi, telle que f de i appartient à xi. C'est un peu comme si on a une infinité de villes et on se décide de choisir de façon fonctionnelle une capitale. Alors, de façon non fonctionnelle, intuitivement, on peut se dire, oui, on peut choisir une capitale à la suite des autres, à la suite des autres, mais c'est pas de façon fonctionnelle et c'est pas mathématique. À la suite des autres, ça veut fondamentalement rien dire, puisque on a tendance à dire point, 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 mais point, point, point en maths, surtout dans une construction formelle, on ne se permet pas de dire à un moment point, 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 ou bien ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment à quoi ressemble l'axiome du choix. C'est quelque chose d'aussi simple, mais qui est d'une profondeur abyssale. C'est équivalent à l'axiome, au lemme de Zohr, qui dit que tout ensemble non vide ordonné inductif admet un élément maximal. Et aussi équivalent au lemme de Zermelo, qui dit que tout ensemble peut être bien ordonné. Donc, si tu prends un ensemble, tu peux toujours le munir d'un bon ordre. Et donc, dans les vidéos qui suivront, on va reparcourir tout vraiment les fondements des mathématiques et de démontrer comment en réalité les nombres tels qu'on les voit aujourd'hui ne sont que des ensembles et peut-être apporter aussi une preuve de 1 plus 1 égale à 2. Donc l'idée vraiment avec cette vidéo introductive, c'est vraiment après de donner un avant-goût aux personnes intéressées par la théorie des ensembles, par la logique mathématique, par les fondements des mathématiques et après de redéfinir ensemble toutes les notions qu'on rencontre en mathématiques, la récurrence, l'arithmétique, euh, la création des nombres, les ensembles naturels et les nombres ordinaux et bien d'autres. Et donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre dans les prochaines vidéos. Je vous remercie.